Jeudi 14 juillet 2022, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition. À la une de l'actualité, le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat et la société ETRAD ont signé aujourd'hui un accord pour la construction de 1000 logements dans la capitale et ses environs. La cérémonie de signature a eu lieu dans les locaux du SENVH à Mbutrouitch. En effet, face à l'explosion de la demande d'acquisition des logements sociaux de l'État, le SENVH a décidé d'étendre la collaboration avec le secteur privé. Dans la foulée, l'inscription pour l'acquisition des logements sociaux à Tuamasn et à Madzang ont débuté ce jour. Détail avec Natera Koutmav et Kevin Ravuniarsan. Environ 3000 personnes sont venues s'inscrire pour l'acquisition de logements sociaux 6 à Mirtsiatousk depuis ces 2 semaines d'ouverture des inscriptions. Une raison pour laquelle l'État, à travers le secrétariat d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, d'étendre sa collaboration avec le secteur privé pour la construction d'autres logements sociaux adaptés au budget de chaque ménage. 1000 logements seront construits par la société ETRAD dans la capitale et dans les autres régions. Le programme de construction de 1000 logements pour la capitale et ses environs dure 2 ans. La société se charge de la construction et l'État fournit les terrains, l'aménagement et la fourniture d'eau et d'électricité. Le système de vente-location est toujours maintenu. Ainsi, la signature de partenariat entre le SENVH et la société ETRAD a été effectuée aujourd'hui dans les locaux du ministère à Mbutrouitch. Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, la population met sa confiance en l'État dans la construction des logements sociaux et afin de satisfaire les besoins, l'État a étendu la construction, notamment pour Mirtsiatousk. Le ministère est actuellement en train de recenser d'autres terrains de l'État susceptibles d'accueillir la construction d'autres logements. Par ailleurs, les inscriptions pour l'acquisition des 30 logements sociaux qui ont été construits à Mahadzang ont été ouvertes aujourd'hui, comme celui de Tuamasn également. Les inscriptions pour les autres localités comme Fianarantsou, Intirabé seront ouvertes très prochainement, selon les explications. À noter que les logements sociaux bâtis à Mahadzang seront inaugurés par le président de la République d'ici peu. La collaboration de Madagascar avec ses partenaires du secteur eau, assainissement et hygiène devrait être complémentaire, opérationnelle et mise à jour, selon le ministre Ravukachafidinyav lors de l'ouverture de la réunion de coordination avec les partenaires. Cet atelier se tiendra pendant 2 jours à Mbutvoun. Ce sera l'occasion pour les 2 parties de procéder à une planification conjointe et de partager les différentes stratégies et approches déjà engagées par l'État et par les partenaires en vue de l'atteinte de l'objectif commun du secteur pour 2023. L'objectif étant de renforcer la coordination du secteur eau, assainissement et hygiène pour que l'ensemble des acteurs soient alignés vers une même vision stratégique et politique. Nyarvulat Sferen Sechrajanasi. Pour le secteur eau, assainissement et hygiène, l'État a fixé comme objectif stratégique pour 2023 accès à l'eau pour 60% de la population, 55% pour l'utilisation des latrines basiques et la fin de défécation à l'air libre pour les 90% de la population. Pour l'accès à l'eau potable, le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Ravukachafidinyav, a avancé que 76 districts sur les 119 ont pu bénéficier de travaux liés à l'accès à l'eau potable. Cette réunion de coordination des partenaires du secteur eau, assainissement et hygiène, tenue aujourd'hui et demain à Mbutvoun, permet effectivement de mettre tous les acteurs au même niveau d'information sur la vision commune du secteur EAH et d'assurer leur alignement aux orientations stratégiques du secteur. Il s'agit aussi de mettre en valeur et optimiser les actions des partenaires et du MEAH pour connaître leur apport dans l'évolution des indicateurs d'accès aux services EAH fixés, d'élaborer une feuille de route pour la mobilisation des ressources en faveur du secteur et de mettre en place un mécanisme de suivi approprié et efficace. Je pense que la contribution internationale de la communauté internationale est très importante. On a vu, moi aussi personnellement, on a vu le progrès fait dans le Sud dans les derniers mois. Ça témoigne la possibilité de faire le progrès, même dans des situations très difficiles comme dans le Sud.
en ce qui concerne l'accès à l'eau et l'accès à la sanitation. Le problème est que, je pense, le défi est pour Madagascar ensemble et la gestion efficace des ressources d'eau. Le gouvernement de Madagascar, pour l'événement de ce jour, qui consacre la coordination des partenaires. Et cet événement est très important parce qu'il est très important de coordonner les actions des différents partenaires afin d'avoir une utilisation très efficiente des ressources mises à la disposition du pays. Nous, particulièrement à la Banque africaine de développement, nous réjouissons de cette vision claire et de ces objectifs bien affichés que le ministère s'est fiché et nous nous rendons disponibles à accompagner le pays dans l'atteinte de ces objectifs. Pour Madagascar, le budget alloué par l'État au secteur eau, assainissement et hygiène pour l'année 2022 a connu une hausse si l'on se réfère à la loi des finances rectificatives. Parmi les propriétés figure l'installation du grand pipeline à Efau dans le sud. Eu égard au fait que le secteur eau, assainissement et hygiène intéresse plusieurs partenaires techniques et financiers de Madagascar, cet atelier de 2 jours revêt une importance capitale pour renforcer la coordination du secteur afin que l'ensemble des intervenants et des acteurs soient alignés vers une même vision stratégique et politique du secteur. Il permettra également de mettre en place un mécanisme de suivi approprié et efficace. Dans les actualités également, désormais les salaires des PAT au sein des universités publiques de Madagascar seront inclus dans le budget général de l'État. Ils recevront donc leur salaire en même temps que les fonctionnaires, comme l'a décidé le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Par ailleurs, la date du 19 juillet commémorant l'exécution de patriotes malagasy sous la colonisation sera marquée de manière particulière cette année, toujours selon le rapport du Conseil des ministres. Conformément à la décision du Conseil des ministres d'hier, la commémoration de l'exécution des héros de la lutte pour la libération de 1947-1948, exécution qui a eu lieu à Andafiavarach, aura lieu le mardi 19 juillet 2022. Elle aura lieu à Pitfiren, à Ankatsu, sous le haut patronage du président de la République. Voici les noms des héros tués dans la lutte pour la libération du pays de la domination coloniale. Lieutenant Rajamarumanan Albert, tué le 28 avril 1948. Rakutunjabe Samuel, tué le 19 juillet 1948. Ratzizaf Samuel, tué le 19 juillet 1948. Les Zuma, tués le 19 juillet 1948. Bekamis, tué le 19 juillet 1948. Par ailleurs, il a également été décidé d'inscrire au budget général de l'État les salaires des personnels administratifs et techniques ou PAT au sein de l'université, des IST et des CROA. Depuis de nombreuses années, le paiement des salaires de ces PAT connaissent souvent des retards car ils sont payés à partir d'un budget spécial. Donc la solution pour le gouvernement est de les inclure dans le budget général. Ainsi, ces PAT recevront leur salaire au même moment que les fonctionnaires. Le Conseil des ministres a également approuvé la prise en charge par l'État des taxes et droits sur l'importation des marchandises provenant de l'aide humanitaire internationale des Nations Unies et d'autres organisations internationales qui ont répondu à l'appel de Madagascar après une série de cyclones au début de 2022. Et puis les aéroports de Tuléar et de Fort-Dauphin pourront désormais accueillir les vols en provenance de la Réunion, selon les conseils des ministres tenus hier. Cette décision s'inscrit dans le cadre de l'élargissement de nos frontières au lendemain de la crise sanitaire de la Covid-19. Fin de Sénamiraï, Yves Janel. La solution du gouvernement face au coût élevé du transport aérien reliant Madagascar et l'étranger est d'augmenter le nombre de compagnies aériennes opérant à Madagascar. Cela se fait conformément aux accords internationaux sur l'aviation qui ont été ratifiés par le gouvernement malgache. La frontière malgache sera élargie et les aéroports de Tuléar et de Tolagnar seront désormais ouverts aux vols en provenance de la Réunion après l'ouverture des aéroports d'Ivat, Madzang, Nusbe, Ansranan, Sainte-Marie et Tuamasen
Pour les vols en provenance de Turquie, La Réunion, Mayotte, Maurice, Éthiopie et France. Le président de la République insiste sur le fait que des mesures doivent être prises pour lutter contre l'exportation illicite de nos ressources. C'est en partie la raison pour laquelle la liaison entre l'Afrique du Sud et Madagascar, qui attend toujours la signature d'un protocole d'accord, n'est pas encore ouverte. Et toujours concernant le transport, mais cette fois-ci terrestre, le tarif des bus reliant Antananarivo à Ivatu est fixé à 800 arrières au lieu de 1000 arrières à partir de demain. Pour ceux qui ne font pas la totalité du trajet, le tarif est de 600 arrières. Cette décision a été prise après les doléances des usagers auprès du maire de la commune d'Ivatu. Une rencontre s'est tenue ce jour à la commune entre le maire, les coopératives, les usagers ainsi que la gendarmerie. Toujours un reportage de Fandesena Mireille et Yves Janel. Le tarif de 800 arrières pour les bus reliant Ivatu et Vasakos prendra effet à partir de demain, vendredi 15 juillet. Les passagers paieront 600 arrières pour le trajet d'Ivatu à N'Djamena et 500 arrières d'Ivatu à Talatamati. Les usagers trouvent ce nouveau tarif plutôt convenable. 3 coopératives, notamment Kofiama, Fifiabe et Fanatenan, ont accepté ce nouveau tarif et l'appliqueront dès demain. Pour rappel, les coopératives ont augmenté leurs tarifs à 1000 arrières depuis mardi dernier, après l'ajustement des prix du carburant. Suite aux doléances des usagers, le maire de la commune d'Ivatu, Penzi Ranjanarsu, a organisé une réunion avec les coopératives ce jour pour trouver un terrain d'entente. Mis à part la réduction des tarifs, les bus d'Ivatu promettent d'améliorer la qualité de leurs services. Éducation à présent, le taux de réussite à l'examen du BEPC pour la région d'Analamangue est de 62,57%. Le taux le plus bas est enregistré dans la circonscription d'Antananarivo avec 56,30%. Toutefois, l'on peut dire que c'est un bon résultat vu les nombreuses suspensions des cours lors de cette année scolaire selon les responsables d'école. Fandesena Mireille, Yves Janel. Les résultats de l'examen du BEPC de la région d'Analamangue ont été rendus publics ce matin. Pour Antananarivo Varajan, le taux de réussite est de 65,78%, 64,83% pour Antananarivo Ntimjan et pour Antananarivo Nvuich, le taux de réussite est de 56,30% s'il était de 59,77% l'année dernière. Malgré la publication des résultats en ligne et par téléphone, la plupart des candidats sont venus au centre d'examen pour voir leur nom sur les affichages. En somme, le taux de réussite pour la région d'Analamangue est de 62,57%. Dans l'ensemble, les résultats du BEPC sont satisfaisants, ont déclaré les responsables d'école, compte tenu des interruptions fréquentes suite à la Covid et aux intempéries cette année scolaire. Le chef de la circonscription d'Antananarivo Nvuich a soutenu que chaque année, le taux de réussite avoisine les 50%. Selon les explications, une analyse des résultats sera effectuée pour corriger les lacunes pédagogiques. Fait divers, une adolescente âgée de 17 ans vivant à Itos a été violée et agressée physiquement par l'un de ses voisins. L'auteur du viol a été arrêté. Néanmoins, il menace le père de la victime actuellement. Par peur, la victime et sa famille ont été contraints de fuir la capitale. Sechanjanasi. Non seulement la victime âgée de 17 ans a été agressée sexuellement, mais elle a également subi des violences physiques. Selon elle, l'auteur de cet acte est un voisin, et ce n'est pas la première fois que cet homme âgé de 39 ans lui inflige de telles violences. En effet, il a déjà détruit son téléphone quelques jours avant le viol. La famille de la victime a porté plainte et l'homme a été arrêté par les gendarmes. Malgré cela, il continue de menacer les parents de la victime. Par peur, la victime et sa famille ont été contraintes de fuir la capitale. C'est ce qui nous conduit aux actualités internationales. Le traditionnel défilé militaire du 14 juillet s'est tenu ce jeudi sur les Champs-Élysées à Paris. 6300 personnes ont défilé cette année, mis à part les avions, drones, hélicoptères, chevaux et véhicules motorisés. France 24. Ils sont le symbole du soutien de la France à l'Ukraine. Les canons César sur les pavés des Champs-Élysées. Un défilé du 14 juillet marqué par l'actualité. En tête du cortège, des uniformes Dayton,
Les porte-drapeaux des pays de l'Est alliés, Bulgarie, Estonie, Roumanie, Hongrie, les invités d'honneur, salués par la foule. Fiers qu'ils soient là. Fiers qu'ils soient là et qu'on sache que la France est avec eux. C'est un marqueur fort, un symbole fort pour à montrer à Vladimir Poutine qu'il faut cesser cette guerre inutile, quoi. Parmi les spectateurs, des proches de soldats qui guettent leur passage. 46, dans 2 minutes. Le temps d'apercevoir la patrouille de France fendre le ciel de Paris. Et voilà. Encadrés de Rafale, les forces de dissuasion aérienne, voici l'AWACS, un avion de détection radar et de commandement. Et elle est passée. Le fils de ce couple breton le pilote. Ouais, si, ouais. Génial. Super. De savoir qu'il est là-haut, c'est génial. Ouais. Pour d'autres, il faut jouer des coudes ou être créatif pour être sûr de ne rien rater. Ils défendent notre pays, donc je crois qu'on doit être là aussi. On vous dit, c'est le plus beau, le plus brillant, donc pas de souci pour nous. On va le repérer tout de suite. Un à un, les différents corps d'armée défilent. 4925 hommes et femmes à pied. Sous les yeux du président, pour la première fois, le drone Reaper survole la capitale. Il est utilisé par les forces françaises au Sahel pour traquer les djihadistes. Les sapeurs-pompiers sont sans doute les plus applaudis. La cérémonie se termine avec les sportifs, et notamment les médaillés de Tokyo. Dans 2 ans, ce sera au tour des Jeux Olympiques de Paris 2024 d'investir la capitale. Tandis que les Sri Lankais attendent toujours la démission de Gotabaya Rajapaksa au lendemain de sa fuite vers les Maldives dans le contexte d'une crise politique aiguë, les manifestants ont annoncé le retrait des bâtiments officiels occupés. De son côté, le président Rajapaksa a atterri à Singapour. France 24. Installés depuis plus de 5 jours dans le palais présidentiel, ces manifestants évacuent les bâtiments publics dans le calme, mais jurent de poursuivre leur combat. Nous ne voulons pas prendre le pouvoir dans le bâtiment, nous voulons juste chasser le régime de Rajapaksa. Déjà, Gota Rajapaksa a quitté le pays, il n'a donc aucun pouvoir au Sri Lanka. Nous avons donc retrouvé notre pouvoir, c'est pourquoi nous partons du bâtiment. En fuite depuis l'arrivée des manifestants, le président Gotabaya Rajapaksa a rejoint Singapour ce jeudi sans remettre pour autant sa démission officielle. Malgré son départ, les tensions restent vives, notamment dans la capitale Colombo. Après les violents affrontements entre les forces de l'ordre et les manifestants mercredi soir, des troupes sont arrivées en renfort et veillent à l'application d'un nouveau couvre-feu en vigueur jusqu'à vendredi matin. Les contestataires ne comptent pas s'arrêter là. Ils appellent désormais à la démission du Premier ministre. Gotabaya Rajapaksa, Ranil Wickremesinghe ne savent pas comment s'occuper des gens parce que tout est perdu. Partout on se bat à cause de pénuries de nourriture, d'argent. Le Premier ministre, nommé président par intérim, a promis de se retirer une fois qu'un nouveau gouvernement sera mis en place. Mais la population, poussée à bout par des mois de privation, exige une refonte complète de l'administration qui a mené le Sri Lanka à cet effondrement économique. Pour terminer, le président américain qui a entamé une tournée au Moyen-Orient a multiplié ce jour les échanges avec les dirigeants israéliens à Jérusalem. Il doit à cette occasion prononcer une déclaration qui scelle la coopération des États-Unis et d'Israël face à l'Iran. France 24. Lorsqu'il a accueilli le président américain Joe Biden sur le tarmac de l'aéroport de Tel Aviv, Yair Lapid, le Premier ministre a tout de suite parlé d'Iran en disant effectivement qu'il fallait cette coalition forte pour stopper le programme nucléaire iranien. Pour Israël, il s'agit d'une menace existentielle et l'État hébreu est inquiet parce que les négociations sont au point mort et parce que l'Iran est aujourd'hui ce qu'on appelle quasiment un pays du seuil, c'est-à-dire que son programme nucléaire est au seuil du militaire. Et pour Israël,
Israël. C'est vrai, hein, selon beaucoup de sources israéliennes, on l'a entendu ces dernières semaines, les États-Unis sont trop attentistes. L'État hébreu veut donc obtenir de Joe Biden des réponses concrètes sur ce dossier, hein, c'est-à-dire quelles solutions opérationnelles à mettre en place pour empêcher que l'Iran soit en mesure d'assembler une bombe dans les prochains mois, puisque c'est de cette échéance-là dont on parle aujourd'hui. Pour Israël, cela passe par des sanctions, mais surtout cela passe par une alliance avec les pays du Golfe, dont l'Arabie saoudite, un pays dans lequel Joe Biden se rendra vendredi. Israël voudrait par exemple bâtir une défense antiaérienne commune avec les pays du Golfe. C'est pour ça que Yair Lapid, le Premier ministre, parle de nouvelle architecture de sécurité qui doit suivre les accords d'Abraham, ces accords de normalisation. Alors Israël n'a pas normalisé ses liens avec l'Arabie saoudite. Les deux États ont des relations de longue date, mais sous le radar. Il est très improbable qu'au cours de cette visite, l'Arabie saoudite normalise ses relations avec Israël. Mais des pas peuvent être faits et ce serait, par exemple, selon plusieurs sources, l'autorisation donnée aux avions israéliens civils comme militaires de pouvoir survoler l'espace aérien saoudien. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de votre attention. Natera Koutmaf sera avec vous à partir de demain pour de nouvelles actualités. Quant à moi, je vous souhaite de passer une excellente soirée en notre compagnie. Au revoir.